Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire le BABA pour sécuriser votre levée de fonds. Je vous remercie d'avoir patienté ces 5 minutes. On attendait d'un point de vue technique que tout le monde soit, que plus de personnes soient arrivées. Alors, je vais dérouler ce webinaire. Beaucoup d'entre vous sont en train de nous suivre depuis LinkedIn, d'autres depuis YouTube. Ce qui fait que ça rend l'interaction directe impossible entre vous et moi en termes de parole, tout simplement. Mais par contre, sur le chat, vous pouvez nous poser toutes vos questions, on y répondra. Et puis à la fin, il y aura certainement quelques questions restantes. Et donc, mon équipe me les fera remonter pour que je puisse également les aborder à la fin de cette présentation. Alors, ce webinaire, je l'ai voulu vraiment très très concret, très technique. Je pense que si vous êtes là, vous posez la question de la levée de fonds, vous êtes en train de l'initier ou de la boucler. Enfin, il y a certainement eu des écueils, vous posez des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager vraiment mon expérience, c'est le quotidien. Si malgré ça, mon partage d'expérience, il y a encore des questions qui sont plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous affiche mes coordonnées. N'hésitez absolument pas, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions en direct ou alors on s'organise un appel ou une visio. Alors, je commence, ça va être des points comme ça et je vais les développer à l'oral. Toutes les levées de fonds ne sont pas les mêmes. Toutes les levées ne fonctionnent pas de la même façon et puis on ne peut pas faire d'un cas une généralité en fait. Donc, ce que je veux vous dire à ce moment-là, c'est que peut-être que le financeur de votre ami ou de la start-up qui marche dans le moment n'est pas votre financeur. Et c'est très, très important de se poser cette bonne question et de poser les choses avant d'y aller. J'ai souvent des porteurs de projets qui viennent me dire « Ouais, j'ai tel proche qui a un contact avec tel fonds. Est-ce que je peux le contacter parce que je vais commencer ma levée de fonds bientôt ?» Alors, en théorie, on peut se dire que c'est une bonne idée et en fait, c'est désastreux. Pourquoi ? Parce que déjà, avant d'aller s'adresser à ces financeurs, il y a un travail énorme que je vais vous détailler et je pense que vous êtes plus ou moins tous déjà passés par là. Il y a un travail énorme de préparation. Mais surtout, en fait, en fonction du type de levée, on doit s'adresser à des financeurs différents. Souvent, quand on me dit ça, c'est un précide où on est vraiment dans une première levée de fonds et aller s'adresser tout de suite à un fonds d'investissement, c'est pas la bonne chose. Parce que, en fait, en fonction du besoin et en fonction de la levée de chacun, on va s'adresser à un interlocuteur différent. Si on va chercher des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ce qui est souvent le cas quand on est au tout début, donc vraiment quand on a l'idée et qu'il nous faut un peu de sous pour lancer les statuts ou faire ses premiers cas concrets, on va aller puiser dans ses économies perso, on va aller voir ses amis, sa famille si on peut. On est vraiment dans des choses, c'est ce qu'on appelle du love money. On peut aller peut-être faire un crowdfunding et encore, même en quasi-fonds propres, je le déconseille fortement parce que le crowdfunding, pour pouvoir vraiment les campagnes qui sont réussies, il faut avoir une super communication. Ça fonctionne pas pour tous les projets du crowdfunding. Ça marche quand même beaucoup mieux quand on est sur des produits physiques, typiquement, ou quand on peut offrir quelque chose vraiment de très concret aux personnes qui vont nous financer. Si on est en train de faire un projet R&D, aller faire un crowdfunding, ça n'a pas de sens parce que déjà qu'on n'a pas les sous aujourd'hui, on aura encore moins de sous demain et on n'aura pas de réelle contrepartie à apporter à ces financeurs par le biais de la plateforme de crowdfunding. Donc, les fonds propres, les quasi-fonds propres, on va vider les poches autour de nous. Quand on est en précide ou en amorçage, le précide ou l'amorçage, je rappelle rapidement la définition, c'est vraiment les toutes premières recherches de financement. Votre société existe ou vient juste d'être financée, créée, et vous cherchez des sous pour pouvoir mettre en place votre MVP, votre preuve de concept. La graine n'est pas encore plantée. On est vraiment, c'est de précide. On n'a pas encore fait notre preuve de concept. Là, il y a des fonds qui sont spécialisés en précide. Quand on est vraiment très avancé, quand on est expert, pourquoi pas aller voir ces fonds. Mais c'est souvent à ce moment-là qu'on va aller voir des business angels.
mais qu'on va aussi ne pas aller uniquement dans le dilutif. On va aussi aborder le non dilutif, faire des emprunts bancaires, un réseau entreprendre, les subventions, tous les concours. Donc, on s'adresse pas non plus à tous les interlocuteurs à un moment de prestige ou de l'amorçage. Idem pour le CID. Et ensuite, pour la série A, c'est vrai qu'on va vraiment, c'est à ce moment-là, série A, série B, qu'on va avoir des gros investisseurs et qu'on va avoir des gros fonds. Je reviens rapidement sur le pré-seed. Ce que je suis en train de dire sur le pré-seed avec les business angels et chez nous en France, c'est quand même très normé, très structuré. Il y a des choses qui sont attendues. C'est pas foncièrement le cas dans les pays anglo-saxons. Donc, j'ai des projets qui ont un énorme réseau en Angleterre, aux États-Unis, où finalement on vient avec le concept, les investisseurs vont davantage parier sur l'expertise. Donc, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que des fois, ça vaut le coup quand on est sûr à 200%, qu'on a vraiment cadré le projet. Si vous avez du réseau anglo-saxon, allez voir les anglo-saxons, ça va beaucoup plus vite et c'est quand même moins normé et moins lent. Et là, on s'adresse aux bons financeurs au bon moment parce qu'en fait, ça fait souvent gagner du temps, alors que les étapes en France sont quand même beaucoup plus longues et plus normées. Voilà pour la première étape, on s'adresse aux bons financeurs et au bon moment. Avant d'aller s'adresser à ces financeurs, il faut challenger sa stratégie. Et ce, peu importe à quelle étape de votre levée ou à quelle étape surtout de votre développement vous êtes. Challenger votre stratégie, c'est primordial. Faites appel à des gens extérieurs qui sont capables de prendre du recul et de vous dire, là, ce que tu me dis, ça tient la route. La stratégie RH, la stratégie d'industrialisation, le business plan, la vision, le déploiement, vraiment toutes les étapes. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous rassurer. En un webinaire comme ça, je ne peux pas être exhaustive. Du coup, on a énormément travaillé avec notre équipe. On a fait un petit mémo de la levée de fonds. Et toutes ces étapes, ou du moins tout ce qu'il faut être challengé, on vous les enverra dans le mail à la fin du webinaire. Vous aurez également le lien pour voir le replay. Et dans ce lien, on attachera ce petit mémo. On vous explique et on vous détaille vraiment toutes les stratégies à aller financer, que ce soit le financier, la stratégie RH, la stratégie marketing, l'acquisition, l'industrialisation. On a tout détaillé. Généralement, comment ça se passe de challenger cette stratégie? C'est que les porteurs de projets viennent et nous abreuvent en fait de leur vision. Il y a un premier pitch qu'ils ont créé. Nous, on commence à identifier déjà les premières limites. Et c'est ce que doivent faire ces personnes qui vont challenger votre stratégie. Demandez-leur d'être très critiques. Et puis, petit à petit, tiens, tu es en train de me dire que tu veux recruter, mais dans tes chiffres, regarde tes chiffres, ça ne correspond pas. Tu veux recruter 3 personnes en RH et 2 personnes en industrie, par exemple, et une en acquisition. Mais ta stratégie pour vendre, c'est essentiellement basé sur l'acquisition. Dans tes chiffres, on ne le voit pas. Et c'est comme ça que petit à petit, ça vous fait une première pré-instruction et ça démine énormément de questions que les investisseurs vont vous poser pendant leur instruction. Ça vous met beaucoup plus en confiance et on se rend compte souvent que l'orientation de la stratégie ne change pas foncièrement, mais ça met vraiment les porteurs de projets en confiance. Et surtout, ça vous aide à préparer vos documents. Les documents, quand on va voir un investisseur, on va préparer un business plan. Alors, ce business plan, c'est quoi? C'est le fameux document de 10, 20, 30, 40 pages dans lequel vous détaillez votre stratégie en entier. Qui vous êtes? Quel est votre marché? Quel est votre élément différenciant? Quelle est votre barrière à l'entrée? Pourquoi vous allez fonctionner? Et pourquoi ce que vous êtes en train de dire, c'est ça fonctionne et votre marché va adopter votre solution? Quelle est votre stratégie RH? Quelles sont les barrières à l'entrée? Quelle est votre valorisation? En fait, vous détaillez absolument tout ce que vous allez dire. Ça sert à quoi de faire un document aussi détaillé?
c'est pas au début que les investisseurs vont passer énormément de temps à le lire. Seuls les investisseurs qui vont débuter une instruction vont le lire. Mais ce business plan, il sert à créer de la confiance. Pourquoi? Parce que, parce que quand l'investisseur, quand il reçoit votre document, qu'il décide d'investir, il voit que vous avez passé du temps. C'est déjà un élément qualifiant pour votre, pour votre instruction et pour générer la confiance avec votre investisseur. En fait, hem, il y a beaucoup de projets qui viennent à nous, que ce soit dans l'incubation ou en tant que business angel, quand je fais des instructions. On reçoit un deck, on reçoit un one pager. Le fait de recevoir un business plan détaillé, ça montre que vous êtes sérieux, que vous avez posé les choses, que les idées sont claires. Alors, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours, les investisseurs verront toujours les choses peut-être différemment de vous, mais au moins vous avez pris le temps de poser les choses. Et en fait, ça augmente votre capital sympathie et surtout, dans l'armée, on dirait votre note de gueule, mais c'est vraiment ça. Il y a une note de gueule malgré tout auprès des investisseurs, parce qu'ils investissent sur des hommes, sur de l'humain. Et le fait d'avoir ce document très détaillé, c'est très rassurant. C'est aussi très utile au moment de l'instruction, quand il y a des questions. C'est un va-et-vient perpétuel. Et si l'instructeur peut, en faisant une simple recherche, trouver la réponse dans votre business plan, ça vous fait gagner un maximum de points. Premier document qu'on choisit, le business plan. Le deuxième, ça va être le prévisionnel financier. Et très souvent, il y a cette confusion. J'ai fait un BP et tout le monde dit, j'ai fait un BP, c'est les chiffres. Non. Les chiffres, c'est un prévisionnel financier. Plusieurs options. Vous faites appel à votre expert comptable. Ça augmente un peu votre note de gueule. Vous n'avez pas envie de faire appel à votre expert comptable ou ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. En ligne, aujourd'hui, il y a pas mal de fichiers, il y a certains fichiers qui sont appréciés. Alors, n'allez pas faire ça quand vous êtes en série A, mais sur des sites précis, vous pouvez très bien utiliser les FISIL, les documents Excel qui se répandent. Ça suffit, les calculs sont détaillés, vous faites un Excel propre. Et surtout, vous vous assurez que ce qui est mis dans votre business plan, ça reflète absolument ce qui est dans les chiffres et inversement. Parce que le prévisionnel financier, on doit être capable de lire votre histoire à travers les chiffres. Hyper important. Ce prévisionnel financier, bien sûr, derrière, vous allez en extraire les ratios, les calculs des sigles et tous les autres éléments. Si vous pouvez vous faire aider par des gens qui s'y connaissent un peu en finance, c'est un plus. Ça n'a pas besoin d'être une usine à gaz. Le plus simple est le mieux. Troisième document, il vous faut un pitch deck. Un pitch deck, c'est quoi? C'est les slides. On n'arrête pas, on va pitcher. Il y a un certain formalisme qui est attendu. Chaque investisseur, ou du moins à partir du moment où on va commencer à aller voir des business angels, c'est bien de se renseigner avant de créer son pitch deck. C'est bien de se renseigner sur les slides attendus. Parce que chaque groupe de business angels a souvent une méthodologie un peu différente. Et donc, c'est pas la peine d'aller perdre un temps fou. Ce que je conseille le plus souvent, c'est de faire un pitch deck le plus exhaustif possible. Ce pitch deck, en fait, il va servir des fois à juste envoyer de l'info sans envoyer le business plan, parce que le business plan, c'est quand même un document confidentiel. N'oubliez pas de faire signer des NDA. Dans certaines industries ou pour certains projets, c'est très important pour vous couvrir. N'allez pas envoyer votre prévisionnel et votre BP au premier inconnu. C'est très stratégique. Vous pouvez faire un document intermédiaire qui est un deck. Ce deck est suffisamment détaillé, sans donner tous les éléments stratégiques et absolument tout, mais suffisamment pour créer l'envie et attirer l'investisseur. Donc, première étape, préparez un gros deck. Il ne va pas faire 10 pages, vous n'allez pas le tenir en 4 minutes comme c'est la tendance aujourd'hui, mais malgré ça, il sera hyper utile pour les personnes qui veulent le lire. Et ensuite, à partir du moment où vous allez pitcher, vous pourrez piocher dans ce méga deck, vous pourrez piocher les slides et les informations en fonction des besoins et des attentes de chaque groupe, de chaque investisseur, et surtout en fonction du degré d'information que vous souhaitez donner. Quatrième document, le one-pager. One-pager, pareil, c'est dans chaque mail, à chaque fois que vous allez voir un investisseur, c'est certainement le premier document à transférer. C'est en une page. Vous avez votre première phrase qui va déterminer ce que vous êtes, ce que vous faites,
votre marché, vos éléments différenciants, la concurrence, quel est le montant de la levée, à quoi ça va financer, qui sont les investisseurs. Formalisme aussi assez standard et assez répandu, très utile. Faites-le propre, faites-le percutant pour attirer en fait et beau. C'est très important. Voilà les 4 documents principaux. Ensuite, ça c'est pas des documents, mais c'est des choses annexes qui sont très importantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. Alors, il y a Gust qui est en train de perdre des parts de marché, mais malgré tout, avoir son Gust complété, c'est top. C'est des plus, ça vous fait gagner des points. Avoir des réseaux sociaux propres, c'est un plus. Passer un peu de temps à vous arracher les cheveux sur une petite charte graphique, même si elle va évoluer. Aujourd'hui, on a Canva. Grâce à Canva, on peut se créer un univers. Moi, je suis en train de vous projeter. Préparez vos documents solides sur le fond, je viens de le dire. Et sur la forme, c'est hyper important aussi. Parce que vous devez embarquer dans vos investisseurs, dans un univers, dans votre univers, vous devez leur donner envie de vous suivre. Même si ça n'a pas été créé par un développeur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens, vous cherchez des fonds et ça se comprend, ça vaut le coup d'y passer quelques nuits ou quelques jours, peu importe, un peu de temps, pour au moins avoir cet univers. Surtout qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques qui nous permettent de le faire quand même assez facilement. Donc, réseaux sociaux nickel, site internet mis à jour, avoir un Gust ou une autre plateforme. Et puis, ensuite, chaque investisseur va vous envoyer son document. Ça va vous paraître chronophage et rébarbatif et vous allez dire ah mais j'ai déjà dit tout ça dans le pitch deck ou dans le BP. C'est pas grave, on s'y plie et on le complète le plus proprement possible parce que la réalité c'est que la sélection des dossiers sera faite sur ce document de synthèse qui respecte tout simplement le formalisme des investisseurs. Et chacun aura une forme différente et c'est pas grave. On s'y plie, ça fait partie du jeu. Il faut savoir que la levée de fonds, c'est pas une partie de plaisir. C'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Accrochez vos ceintures, on va vivre des montagnes russes ensemble. À la fin, si tout se passe bien, vous détesterez votre boîte. Et ce sera vraiment le cas parce qu'en fait, peu importe le type de financeur que vous allez voir, c'est malgré tout les montagnes russes. Ils vous challenge, ils vous font douter. Et pourquoi tu as mis du bleu sur ta slide alors que moi j'attendais du rose? Des fois, c'est des points qui n'ont pas de sens à s'arracher les cheveux, mais malgré tout, on est dans une position de demandeur. Alors, on n'est pas en train de quémander et de tout faire pour se vendre, mais malgré tout, il y a cette relation humaine qui s'impose et il faut réussir à la tenir. Et se plier aux règles, ça fait partie, même si c'est pas toujours facile. Donc, une fois qu'on a challengé sa stratégie, qu'on sait bien dans quel cadre de levée on est, on a challengé sa stratégie. Alors, je reviens sur ma première slide. Tous les documents dont je vous parle là, vous commencez à les préparer à partir du moment où vous allez voir des business angels, à partir du moment où vous allez voir des VCs, des fonds d'investissement, quand ça commence à être sur des financements structurés. Je reviens en arrière. N'allez pas passer 2 ou 3 mois à préparer ces documents pour des levées de fonds, enfin pour des fonds propres ou vraiment pour les tout premiers sous que vous allez chercher à droite à gauche. Ça sert à rien. Allez-y quand vous allez voir des structures plus conséquentes. Votre banquier, il n'a pas besoin d'avoir absolument tout. Si vous lui donnez un prévisionnel financier propre et puis un deck assez consistant, ça suffit largement. On s'entend, on adapte en fonction du financeur que l'on va voir. Voilà, vous avez passé minimum 4 à 6 mois pour refaire tout ça. Parce que faire une levée de fonds, ce n'est pas du temps plein. Pendant ces 4 à 6 mois, vous avez géré vos équipes, vous avez fait votre commercial, vous avez amélioré votre produit, votre service. Enfin, vous êtes sur tous les fronts malgré tout. Donc, 4 à 6 mois, c'est le temps, c'est vraiment la durée classique. On vient de passer nos 4-6 mois. Vous êtes prêts? Vous avez fait votre stratégie financière. Qu'est-ce que ça veut dire, sa stratégie financière? C'est que vous avez sélectionné quel interlocuteur vous voulez approcher. Un petit peu de fonds, un petit peu de BA, un petit peu de perso, un petit peu de banque, un petit peu. Vous avez
sur un tableau Excel la liste de tous les investisseurs sélectionnés. Très important, il existe des sites internet qui vont lister les VCs. Il existe il y a des outils en ligne sur lesquels vous pouvez aller chercher ou du moins identifier quels seraient les meilleurs financeurs. Il faut sélectionner des financeurs qui ont une appétence pour votre secteur d'activité, pour vos valeurs, pour ce que vous représentez, et c'est des billes en plus dans votre projet que d'aller voir des investisseurs ciblés, des investisseurs qui vont plus être dans votre région. C'est hyper important d'aller choisir ces premiers et vraiment de les cibler. Plus vous allez cocher leur case, plus simple ça sera, en fait, plus ils auront d'appétence pour votre projet. Cette phase d'ingénierie financière, elle est importante parce qu'en fait, il faut étudier quelle est leur enveloppe moyenne, il faut étudier quelles ont été les dernières levées qui sont financées, est-ce qu'ils ont encore des fonds à mettre ou pas, se poser la question de est-ce que leur tendance aujourd'hui, même si par exemple ils sont dans la green tech, leur tendance en green tech, est-ce qu'elle était plus vers de l'électronique, est-ce qu'elle était plus vers des solutions agricoles, est-ce qu'elle était plus vers de l'alimentaire, parce que c'est malgré tout des gros pools. Donc prenez le temps de faire cette ingénierie financière, de vous poser les bonnes questions, de connaître vos investisseurs, de savoir quels sont leurs critères de sélection. Est-ce qu'ils veulent que vous ayez un statut de société à mission dans vos statuts ou pas? Si oui, avant d'aller les voir, mettez à jour vos statuts. Il y a vraiment tout un travail de préparation pour maximiser vos chances de réussite et vraiment optimiser le temps et la durée d'une levée de fonds. En moyenne, une levée, à partir du premier jour où vous décidez de challenger jusqu'au jour où les sous sont sur votre compte bancaire, minimum 1 an. C'est la durée classique, c'est minimum 1 an. Et il y a des levées qui vont durer 2-3 ans. C'est épuisant pour les porteurs de projets, c'est épuisant pour leur entourage parce qu'il faut soutenir et supporter les porteurs de projets en levée de fonds, c'est hyper stressant. Donc, moi, si je vous dis maximisez vos chances, soyez prêts, c'est pour essayer d'avoir une levée de fonds en 12 à 15 mois max, mais vraiment essayer de la contenir parce que c'est épuisant et ça joue sur votre activité, votre développement malgré tout. Une fois que vous avez scanné tous ces investisseurs, votre tableau, allez, investisseur 1, je sais qu'il peut mettre maximum jusqu'à 200 000 et son ticket mini, c'est 20 000. Investisseur 2, tant. Investisseur 3, il attend ça 2 mois. Investisseur 4, celui-là, il est stratégique, je sens que j'ai toutes les chances. Vous listez, vous avez votre tableau. Et là, c'est ce qu'on appelle la stratégie des premières pitches. Le premier pitch, après avoir pitché auprès de vos conseils, de vos proches, devant votre miroir, tout seul, vous avez réparti, parce que souvent on fait le pitch à 2 ou à 3 en fonction de l'équipe. C'est très important que ça se rôde bien. Les financeurs prêtent beaucoup d'attention à la relation. Est-ce qu'il y en a un qui a le lead? Est-ce que sur les autres, pourquoi est-ce que les autres n'en ont pas parlé? Est-ce que chacun a sa compétence et finalement se réduit à sa compétence? Il y a énormément de questions qui se posent sur les porteurs de projets. Mais à partir du moment où vous avez votre stratégie, que vous êtes prêt, les premiers pitchs vont être les pitchs finalement, au moins le premier ou le deuxième, seront des pitchs auprès d'investisseurs qui ne sont pas les plus stratégiques. C'est hyper important, et ça, je pense que vous l'avez tous appris, mais malgré ça, on fait tous l'erreur, c'est naturel, la tête dans le guidon. J'insiste là-dessus. Les premiers pitchs qu'on va faire, ce n'est pas des crash tests, parce qu'on veut quand même les convertir, on les aide à identifier, mais malgré tout, il faut qu'il y ait un peu moins d'enjeux. Parce qu'à l'issue de ces premiers pitchs, vous allez apprendre énormément de choses. Vos documents vont être un peu remis à jour. Votre discours va être recalibré. Vous allez commencer vos premiers ajustements. Vous allez commencer à rédiger les premiers documents annexes qui vous seront peut-être demandés ou que vous sentirez qui seront nécessaires. Ou le premier mail pour résumer le tout. Donc, premier pitch, vous vous organisez pour faire en sorte que vous puissiez monter comme des sportifs de haut niveau, monter en puissance pour que en général, on se sent bien. Le troisième pitch, on commence à bien se sentir. Ensuite, on va cartonner. Il y aura des pitchs qui vont moins bien se passer. C'est pas grave, c'est comme ça. Et on va osciller au fur et à mesure. Prenez le temps
de les jouer et de les calibrer comme ça. Si vous pouvez vous faire recommander auprès des financeurs, ça vous accorde malgré tout, je pense que c'est bien 40% de réussite en plus sur les dossiers qui sont recommandés versus les dossiers qui viennent en candidature classique via le stream habituel. Je ne suis pas en train de vous dire ne déposez pas des candidatures classiques, elles sont traitées bien sûr, mais le fait d'être recommandé, ça, c'est toujours un plus. Donc, on est recommandé par qui? On est recommandé par son incubateur. On est recommandé par sa banque. On peut être recommandé par la Banque de France. Regardez, demandez à votre incubateur ou expert comptable. Ils doivent être en mesure de vous mettre en relation avec l'interlocuteur de la Banque de France. Pour tous ceux qui sont basés en Alsace, en Nouvelle-Aquitaine ou en Île-de-France, que vous suivez ce webinaire, envoyez-moi un message. On peut vous mettre en relation avec la Banque de France qui peut vous ouvrir les portes auprès des banques. C'est 1000 fois mieux d'être recommandé. Allez puiser dans votre réseau auprès des professionnels avec qui vous avez travaillé. C'est vraiment tout votre écosystème qui doit vous ouvrir un maximum de portes auprès des financeurs. Tout simplement pour optimiser tout simplement votre tour de table et votre levée de fonds. Alors, là, je suis ma logique. Vous êtes fait recommander, vous avez pitché. Alors, c'était peut-être pas la meilleure salle de mettre là, c'est pas grave, je ferai un saut de puce. On minimise le risque en diversifiant sa table de capitalisation, ça va aussi dans le choix des investisseurs, comme je le disais tout à l'heure. En fait, vous pouvez faire appel à différents types de financement. Quand je dis diversifier, ça veut dire n'allez pas faire du dilutif à 100%, je pense que vous êtes tous au courant de ça. Le non dilutif, c'est quand même beaucoup plus confortable, c'est moins risqué, c'est attendu par la partie dilutive. Et puis, tout simplement, ça permet de diversifier et de diminuer le risque. Les bourses French Tech Émergence, les subventions de la région, les subventions R&D, les aides au premier développement. Je vous en ai listé quelques-unes ici. Tout ce qui est prêt d'amorçage investissement, les prêts à l'innovation, les emprunts d'honneur, les prêts d'honneur, French Tech SI, les obligations convertibles. Tous ces leviers sont hyper importants. Les subventions, les concours. Allez faire des concours, même si c'est... Enfin, ça dépend. Si vous êtes au tout début, oui, avant vraiment au moment du pré-seed, allez faire des concours. Vous allez gagner des sous. Si vous commencez à avoir des enveloppes qui sont en dilutif, vous allez chercher 500 000 € et vous faites un effet levier avec le non dilutif, on ne va pas perdre du temps sur du concours qui va être à 2 000 à 3 000 €. Là, il n'y a plus de sens. Mais par contre, en pré-seed, c'est des excellents moyens de se faire financer et de rapporter des sous. Crowdfunding, j'en ai parlé tout à l'heure. Les prêts bancaires, prêts d'honneur. Allez voir les réseaux, France Initiative, France Active, le réseau Entreprendre. Ce sont des réseaux qui suivent les chefs d'entreprise et qui vous permettent tout simplement de se porter caution auprès des banques. C'est un plus. Et puis ensuite, il y a des programmes spécifiques, des programmes européens, des bourses incubateurs. Sortez des frontières. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui existent. Les financements dilutifs, on en parle depuis tout à l'heure, les business angels, bien sûr, les VCs, et puis les investisseurs privés, les BSA, ces fameux outils qui vous permettent de trouver du cash rapidement, parce que la levée de fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut prendre jusqu'à minimum un an. Faire une levée au début en BSA, c'est-à-dire convaincre les investisseurs de votre idée, signer votre BSA, votre term sheet, et puis ensuite vous vous engagez à ce qu'il y ait une prise de participation à la prochaine levée de fonds. Vous recevez votre cash plus rapidement. Ça vous permet d'oxygéner, de débloquer les points de tension, de faire avancer votre stratégie. Ces investisseurs privés vous font confiance. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Le plus souvent, c'est des professionnels qui ont travaillé avec vous dans une expérience passée, qui vous connaissent, qui ont confiance en votre profil et dans votre capacité à réussir à atteindre vos objectifs.
c'est les bons interlocuteurs et ils vont vous suivre. Enfin, c'est souvent les interlocuteurs qui suivent en BSA et qui viennent investir dans les premiers tours. Voilà, on en est dans notre table de capitalisation. Donc, on a nos super documents, on sait à qui s'adresser, on a challengé la stratégie, donc on est à l'aise avec ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit et ce qu'on a dit. On a de super documents, on a notre stratégie de pitch, on a notre stratégie, notre ingénierie financière, on s'est fait recommander, ça y est, on a pitché. On arrive à cette phase de ça a accroché, l'investisseur trouve une attirance, ou qu'il y a quelque chose qui lui plaît dans ce qu'on vient de lui présenter. Maintenant, la personne va creuser. Est-ce que ce qu'on a dit est vrai? Est-ce que ce qu'on a dit tient la route? Est-ce que nos chiffres sont bons? Est-ce qu'on a des brevets? Est-ce qu'on est protégé? Quelles sont les barrières à l'entrée? Quel est le caractère des personnes en face? Quelle est la valorisation? Est-ce que c'est vraiment à ce prix que je veux payer? Est-ce qu'au niveau légal, tout est solide, tout est consolidé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Quel est le potentiel de scaler, c'est-à-dire de répliquer et de reproduire? Vous vous rendez compte, le nombre de questions est énorme et toutes ces questions sont levées au moment de l'instruction. Ça s'appelle instruction, ça s'appelle due diligence. Chacun va y mettre son nom, mais le fond est le même. C'est-à-dire que vous avez des personnes extérieures qui vont venir à l'intérieur et qui vont remuer les choses et qui vont vous dire: «Ah là, tu as fait comme ça, je l'aurais fait comme ça. Ah là, tu ferais comme ci, moi je ferais comme ci». C'est le moment le plus critique, le plus dur. Émotionnellement, c'est hyper dur, mais il faut être bon, il faut être préparé. C'est pour ça que tout le travail des 4 mois, 4 à 6 mois en amont est primordial. Parce que plus vous avez fait ce travail en amont, plus vous êtes confiant des choses et quand les gens vont venir regarder ce qui se passe à l'intérieur, ben, votre ménage est fait et vous êtes confortable et vous êtes rassuré avec ce qui a été dit et ce qui a été fait. Quelques écueils, malgré tout, des choses à éviter. Euh, euh, Pendant l'instruction, beaucoup de questions vont se poser au niveau de la valorisation. N'hésitez pas, la valorisation, on dit souvent, c'est justifier votre méthodologie, justifier vos chiffres, ça se lit. Ayez des preuves aussi pour pouvoir comparer à ce qui s'est fait, enfin montrer que vous maîtrisez la chose. Mais dites-vous que malgré tout, ça reste très subjectif une valo et que c'est comme la vente d'une maison. Votre maison est super belle, vous allez la vendre 1 million et puis un acheteur va vous dire: «Oui, mais regarde ton crépi, regarde ta façade, regarde ci, regarde ça» et il va essayer de diminuer le prix. Et c'est exactement la même chose pour une levée de fonds. La valorisation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et dites-vous toujours que les points d'accroche, quand on va venir pointer des choses en tant qu'instructeur, alors, c'est de un pour s'assurer de quel est le répondant, mais c'est aussi derrière, malgré tout, un moyen peut-être aussi de tenter de faire diminuer cette valorisation, parce que c'est tout l'intérêt du financeur d'avoir le plus de parts pour le montant qu'il va mettre. L'instruction ne doit pas être trop longue. Il ne faut pas qu'elle prenne des siècles à se faire. Ayez toujours à l'esprit d'être proactif pendant cette instruction. C'est-à-dire que pendant l'instruction, vous montrez que, bien sûr, vous êtes en levée de fonds, il y a des choses qui se passent. Je viens de signer un contrat avec telle personne, super. Vous le notifiez, vous faites un mail à tous vos investisseurs qui sont en train de vous instruire ou qui ont émis un intérêt, vous les tenez au courant. Tiens, on vient de, je sais pas, on est à 10 000 followers sur notre page et c'était notre objectif pour avril, on est en janvier, on l'a atteint. Vous partagez avec les gens. Faites des points de manière régulière pour montrer que malgré tout, la situation n'est pas en statu quo parce qu'on est en levée de fonds. Mais ça continue, ça avance et ça valide la stratégie. Ils vont vous faire des retours. Là, je pense que sur la stratégie commerciale, vous n'êtes pas suffisamment capé, il faudrait faire un recrutement. Ou je pense que sur ton développement, tu devrais inclure telle ou telle solution. Mettez les choses en place pendant l'instruction. N'attendez pas la levée de fonds. Ce n'est pas la levée qui doit conditionner ce déclenchement de choses. Montrez, comme vous avez réussi à le faire depuis le début, que vous êtes capable de mettre en place les choses, même si vous n'avez pas les sous. Alors, il y a des choses qui vont bloquer.
il faut, je sais pas, il faut des sous pour pouvoir faire un gros recrutement stratégique, où vous savez que vous allez devoir décaisser immédiatement et encore, c'est même pas le bon exemple. Il vous faut, voilà, il vous faut des sous pour pouvoir payer un prestat ou décaisser la somme ou la compte est de 40, 50, 100 000 €. Là, effectivement, vous ne pourrez pas montrer que vous êtes proactif, mais par contre, votre prestat sera déjà sélectionné, tout sera prêt. En gros, il y a juste à payer pour pouvoir faire avancer les choses. C'est très important de montrer que pendant la levée, il y a des choses qui se passent. Ça permet aux investisseurs de gagner en confiance et de voir que l'entreprise est bien gérée et avance bien et sur de bonnes rails. Les autres écueils, si vous pouvez rassembler tous les, tous les financeurs pour rédiger les documents, la lettre d'intention, le pacte d'associés, éviter à un moment qu'il y ait à gérer chaque investisseur pour faire une étape, c'est un plus, tout simplement parce qu'en fait, vous, ça vous fait gagner du temps. Et si vous rédigez, si tous les investisseurs qui se disent, bon, allez, go, j'y vais, vous arrivez à vous mettre autour d'une table, d'une visio, pour pouvoir rédiger votre pacte, pour pouvoir rédiger le LOI, la date du closing, toutes ces choses, ça fait gagner un temps fou et ça ramène de la dynamique aussi à la levée. C'est pas toujours évident, je le conçois, mais ça donne un plus à la levée. On a parlé des mails, donc les mails, tenir au courant nos associés. Voilà les principaux obstacles ou ralentissements qu'on peut voir pendant l'instruction. Voilà les écueils que je souhaitais partager avec vous. Alors, il y a pas mal de mots, de vocabulaire aussi, qui sont utilisés. Vous maîtrisez peut-être pas tout à chaque fois. Alors ce qu'on a fait, on a rédigé un glossaire qu'on met à jour régulièrement. Ça dépend parce que je sais que le public aujourd'hui, enfin, il y en a qui sont à leur tout début, il y en a qui sont beaucoup plus avancés. En tout cas, s'il y a un mot que j'ai pu prononcer qui n'était pas acquis ou pas totalement, n'hésitez pas, vous pouvez flasher le code ou alors aller sur notre site internet, hein, vous retrouvez aussi, c'est le glossaire. On l'a fait pour l'expertise comptable et pour l'incubation levée de fonds et vous y retrouverez toutes les informations. Si malgré ça, il y a encore des questions, vous avez mon contact et mon mail, n'hésitez pas à m'écrire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Je pense qu'il y a eu des questions qui sont venues pendant la levée, pendant la présentation, pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus concernant la levée de fonds? Budgétisez bien. Il peut y avoir une tendance à se dire, je vais aller faire une levée. N'allez pas faire une levée pour faire une levée. Souvent, il y a des choses qui peuvent être financées en non dilutif. Et c'est important. Si vous pouvez le financer en non dilutif, ça c'est au moment de votre budget. Faut vraiment que la levée aille financer des choses qui sont primordiales et qui ajoutent de la valeur ajoutée. Vous avez validé votre preuve de concept et vous souhaitez la scaler et la déployer au niveau national. Vous souhaitez déployer un budget d'acquisition. Vous souhaitez industrialiser, mais vraiment, en fait, l'industrialisation, elle n'explique pas tout aujourd'hui et les financeurs ne vont pas financer purement une industrialisation. Elle peut être limite. Donc, faut vraiment aller chercher les raisons de pourquoi vous allez lever des fonds. Et il faut qu'il y ait de bonnes raisons. Et il faut que ça apporte une réelle valeur à l'entreprise. C'est dans ce cadre-là que ça vaut le coup d'aller faire une levée. Sinon, cherchez d'autres moyens de vous financer. Mais ça fait partie de l'ingénierie financière et de la préparation de la levée en amont, de se poser ces questions. Et c'est normalement la personne qui vous accompagne doit vous poser, c'est la première question qu'elle vous pose. Pourquoi tu vas lever? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de financer ta croissance qu'une levée? Voilà pour le b.a.-ba. C'est chouette de faire une levée malgré tout quand on débriefe après coup avec nos porteurs de projet. Ça
ça, dans le développement d'un entrepreneur, hein, c'est un cap de maturité qui se passe et qu'on passe après avoir fait une levée parce que on s'expose à vif. On s'expose à vif et ça me fait penser à ça. Euh, Prenez le temps de connaître vos investisseurs. C'est hyper important. Et il ne faut pas que la variable monétaire prenne le pas sur l'humain. Si foncièrement, à un moment, vous sentez qu'il y a des choses qui clochent avec les investisseurs, c'est pas parce qu'il ou elle va mettre 200 000 ou 500 000 ou n'importe quel ticket qu'il faut absolument l'accepter et accepter toutes ces conditions. Parce qu'en fait, c'est l'avenir de votre entreprise qui en dépend. Donc, prenez vraiment le temps. Allez dîner, allez déjeuner. Je vois qu'il y a des premières questions, je vais y répondre, mais je finis juste ça. Allez dîner, passez du temps ensemble, prenez le temps de vous connaître, invitez-le ou là, allez chez lui ou chez elle. C'est vraiment une relation qu'il faut construire. C'est vraiment une relation qu'il faut construire avec ses investisseurs pour pouvoir être sûr que c'est le bon ou la bonne. Et des fois, ça arrive. Il y a des porteurs de projets qui, les conditions d'impact d'associés ne convenaient pas. Et ben, ils ont refusé d'aller plus loin et ils ont stoppé la levée de fonds. C'est comme ça. Ça se fait, il vaut mieux se respecter. Alors, la question, c'est dans le cadre de BSA, comment fixer la décote et la valeur du ticket. Alors, en fait, les décotes, généralement, on va mettre 3 piliers, on va mettre 3 paliers, on va mettre 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conditions qui sont respectées en face ou pas. Si la levée de fonds se fait d'ici à 6 mois, en fait, on fera une décote de... c'est vraiment, en fait, ça reste de la négociation. C'est pour ça que je peine à vous donner une réponse vraiment structurée et carrée. Ça reste de la négociation. On a des fourchettes. On est aux alentours de 20 à 35%. C'est quand même pas la norme de voir des décotes énormes et il ne faut pas se sous-évaluer. Mais sachez qu'en général, la pratique, c'est qu'on va avoir 3 paliers et 3 conditions qui feront que ça devrait cadrer toute la décote du BSA. Si vous avez une question particulière, ce sera plus simple pour moi d'y répondre. Ce sera plus simple pour moi d'y répondre peut-être par mail ou si on peut échanger rapidement parce que là, juste sur une phrase, je préférerais vous faire une réponse plus adaptée. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, j'ai une autre question qui est quid d'un BSA advisor? Vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus ce que vous attendez? Est-ce que c'est la personne qui vous apporte juste en fait son conseil, elle n'apporte pas de cash en face? C'est l'idée? Le BSA, j'attends la réponse, mais de manière générale, le BSA, c'est quelque chose qui doit aller vite, c'est beaucoup moins contraint légalement, on ne va pas signer une tonne de documents. En général, je suis en train de réfléchir en même temps. Est-il toujours offert? Non, si vous souhaitez en face que la personne alors la question c'était est-ce qu'un BSA advisor est-il toujours offert? La réponse c'est alors on peut le considérer. C'est toujours de la négo. C'est que ce BSA advisor, peut-être que la personne en face va vous conseiller, vous souhaitez la rétribuer en face par des actions. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment à vous de le normer. Il peut être considéré comme étant son apport, en fait, c'est de vous donner son conseil. C'est à vous de dire oui ou non, je le fais rentrer autour de ma table ou pas. Et si vous évaluez que vous estimez que c'est pas suffisant, vous pouvez lui demander du cash. En tout cas, légalement, il n'y a rien qui va contraindre quoi que ce soit. Ça reste vraiment dans l'accord des deux parties. Encore une fois, la situation n'est pas optimale en webinaire. Si je n'ai pas répondu à votre question, envoyez-moi votre question par mail. On prendra le temps de s'appeler. Je pourrais y répondre volontiers. Mais de manière générale, hein, tout à part
Dans une levée, tout est c'est de la négo, c'est du commercial pur. C'est vraiment de la négociation. Il y a des choses qui peuvent se faire. On peut aussi contourner les normes. On adapte aussi souvent les pactes, peu importe les choses, en fonction de ce que les parties attendent et souhaitent. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions et s'il y a des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas. On se tiendra tous à votre dispo pour y répondre. Si vous souhaitez discuter de est-ce que c'est le bon moment pour moi pour aller faire une levée, quand est-ce que je dois programmer ma levée, enfin, toutes les questions stratégiques, vous souhaitez avoir un avis extérieur, est-ce que ça sert, est-ce que c'est le bon moment d'aller faire une levée, écrivez-moi, on prendra le temps avec l'équipe d'organiser des petits appels pour connaître votre projet, vous donner les premiers conseils et mettre en place les premières choses. On le fera avec grand plaisir. Et s'il y a d'autres questions post-webinaire qui vous viennent, vous pouvez me contacter. Mon adresse, c'est money@aconeo.fr ou l'adresse générique contact@aconeo.fr. Pour ceux qui le souhaitent, ce webinaire sera rediffusé prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez y avoir accès. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite bon courage dans votre levée, bon courage dans le développement de votre entreprise. Et je vous remercie pour votre temps et d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt.